Il tient un blog à partir des carnets laissés par son grand-père qui était métayer dans le Lauragais. Grâce à eux, Sébastien Saffon a exhumé tout ce qui constituait le quotidien de son aïeul. Ces carnets ont d'ailleurs permis une découverte étonnante. Figurez-vous qu'on a connu une période de confinement dans le Lauragais. Et oui, c'était dans les années 50. Très heureuse de vous accueillir par les temps qui courent. On aime les belles histoires et la vôtre en est une. Alors, d'abord les présentations. Vous êtes professeur des écoles à Villefranche de Lauragais. Votre blog s'appelle donc Les Carnets d'Émile. Émile, on le comprend, c'est votre grand-père. Il est décédé en 2002. Alors Sébastien, depuis quand et dans quel but surtout vous consignez tous ces souvenirs ? Eh bien, depuis 2016, voilà, bientôt 4 ans, donc je me suis intéressé à la façon qu'il était possible de mettre en valeur les souvenirs de mon grand-père. Ce ne sont pas des souvenirs en tant que tels, puisque ce sont des carnets de travail. Et donc chaque jour, mon grand-père consignait la météo, qui était très importante pour le métayer qu'il était, les activités qu'il menait au fil des saisons, et puis quelques événements familiaux s'il y en avait, mais tout cela de façon très très factuelle, c'est-à-dire complètement dénué de sentiments. Le sentiment, on ne l'exprimait pas, mais on l'écrivait, voilà, on écrivait en tout cas ce qui se passait au quotidien dans la métairie. Eh ben, nous sommes le 21 avril. Je suis allée rechercher le 21 avril 57. Il est dit beau temps. Le matin, sommes allés à la messe à Montmaur et le soir, nous sommes allés voir Dominique Catinou à Montmaur. Prix des places 300 francs. Camille, Odette, Michel et Rose sont venus souper. Effectivement, style très télégraphique. Il est noté dans la marge Pâques. Et le lendemain, qui est un jour plus normal, vent d'automne, continuer préparer pour les maïs au champ du poste. Mémoire de travail, en réalité, c'est ce que vous nous dites, ces carnets. Oui, absolument. C'est vraiment un outil pour le travailleur parce qu'on a besoin de savoir quand est-ce que les semis se sont passés, quand est-ce qu'on a pu acheter un nouveau bœuf pour le travail. Voilà, on a besoin de cette mémoire. Votre blog, Sébastien, démarre le 31 mai 56 et donc vous publiez chaque jour le billet que votre grand-père a noté à l'époque, c'est ça, hein ? Voilà, à exactement 60 ans de distance. Donc ce matin a paru le billet du 21 avril 1960. Voilà. Il en aurait pensé quoi ? Votre grand-père ? Je ne sais pas. Pour me lancer dans cette entreprise, j'ai demandé l'aval de ma grand-mère, qui me apporte d'ailleurs son éclairage parfois sur ce qui est écrit et qui a 91 ans aujourd'hui. Et elle est heureuse qu'on puisse mettre en valeur les écrits de son mari. Je ne sais pas ce qu'en aurait pensé mon grand-père, qui était un homme très discret, un taiseux, qui n'aspirait qu'à la modestie, à l'engagement de son travail. Et je suis sûre qu'il aurait dit, mais ça ne présente pas d'intérêt, cette histoire-là. Alors que je trouve que ce témoignage a une grande force au fil des jours. Pour quelle raison ? Parce que le métayage dans les années 50, on est au crépuscule du métayage. Il n'y a plus que 3% des exploitations qui sont exploitées de cette façon-là. Et donc, c'est un mode de faire valoir indirect qui est déclinant. Et on est un peu à la marge du progrès qui s'installe dans les campagnes. On regarde passer un petit peu le progrès. Il arrive avec retard ou avec discrétion, et on continue à vivre au fil des saisons, au cœur des traditions qu'on a héritées, avec des méthodes de travail qu'on a héritées. Et je pense que pour mon grand-père, voilà, c'était un état de fait, mais que ça ne présentait pas d'intérêt. Or, je trouve que ce qu'il met en lumière au fil des jours est un pan de l'histoire de l'agriculture et qui est essentiel. Et bien sûr, c'est un véritable trésor. Il vous a laissé combien de carnets comme ça ? Il y en a un par année de vie, sachant que l'exercice avait été commencé par son père, donc dans les années 30. Donc voilà, on doit avoir 60 carnets. Voilà. Et alors, on va se plonger dedans et dans votre blog chaque jour le billet de votre grand-père. Vous l'avez toutefois un petit peu élargi ce travail, et ceci, je crois, en raison du caractère extrêmement simple des billets de votre grand-père. Vous l'avez ouvert ce travail à d'autres témoignages ?
Absolument. Ça donne une architecture, ce qu'a écrit mon grand-père, puisque c'est factuel et très simple en quelques mots. Ça donne une architecture de l'année. Et j'ai lancé un appel, moi, à des grands témoins du Lauragais qui auraient vécu cette période-là en tant que fermier, en tant que métayer. Et on a répondu à mon appel au-delà de mes espérances, et il m'en arrive encore tous les jours des photos, des témoignages que je mets en lien. Et donc, on a comme ça des petits détails de la vie quotidienne, des façons de faire qui émergent, qui se seraient perdues si on ne les avait pas mis en lumière. Et je trouve que ce que mes lecteurs me racontent est absolument passionnant, et c'est pour ça que j'essaie vraiment de le mettre en valeur autant que faire se peut au fil des billets, parce que on me raconte une fête locale, on me raconte vous allez nous raconter, vous allez nous emmener dans les années 50 dans le Lauragais. Allez, ça y est, nous y sommes. Une vie de métayer, ça ressemble à quoi à ce moment-là? Une vie de métayer, c'est une vie qui est lente, parce qu'on doit s'adapter à la météo. Au fil des saisons, on n'a pas beaucoup de moyens techniques, donc il y a des travaux de force qui s'inscrivent dans la durée. Quand on n'a pas le tracteur, le labour avec les bœufs, ça dure des jours et des jours. Les fenaisons, quand on rentre les foins, qu'on les fauche, qu'on les rentre, ça dure des jours et des jours à grands coups de charrette, et c'est un moment essentiel parce que c'est ce qui va permettre de nourrir en partie le bétail. Et donc, on a cette lenteur des choses qui, au quotidien, apparaît, et un grand engagement dans ces travaux-là. Il faut dire aussi que puisqu'on est métayer, on partage à 50% les récoltes avec le propriétaire des terres, donc ce qui fait un revenu moindre, surtout quand on vit à 4 générations sous le même toit. Et donc ça veut dire qu'à côté de ça, on développe énormément le potager, l'élevage, parce que on va vendre cela, on va s'en nourrir, on va le vendre aussi pour compléter les revenus de l'exploitation familiale qui sont quand même un peu chiches. Qu'est-ce que ça vous a appris, vous, de votre grand-père, et quel enseignement vous tirez on peut tirer pour aujourd'hui de ce qui se vivait dans les années 50? Alors c'est difficile, mais c'est vrai que c'est une sorte de dialogue de l'autre côté du temps que j'ai avec mon grand-père. Et finalement, ce que ça m'apprend... Alors moi je suis comme nous tous aujourd'hui, c'est-à-dire avec mon portable à la main, mon ordinateur, mes mails, et je cours un petit peu après le temps. Ce que ça m'a appris, c'est que on peut aussi peut-être s'adosser à la lenteur des choses, à la lenteur, s'arrêter un petit instant pour contempler, regarder un petit peu la nature. Moi, j'ai la chance de vivre à la campagne, et j'essaie de regarder la nature au fil des saisons, comment elle évolue autour de moi. Voilà. Juste ce petit pas de côté, prendre un petit moment pour regarder les choses autour de soi et être moins dans la course effrénée du temps. Évidemment, en ce moment, on vit quelque chose qui est très particulier, donc on est face à nous, et le temps s'est ralenti pour nous tous. Le temps s'est ralenti en ce moment, le pas de côté, on peut le faire. Et alors, venons-en à cette trouvaille que vous avez faite, le confinement dans les années 50. Il y a eu plusieurs périodes, en fait. Absolument. Alors, ce n'est pas du confinement en tant que tel. On pourrait peut-être appeler ça isolement ou même quarantaine. Mais il y a eu, je me suis plongée dans les carnets là, puisque j'ai eu un petit peu de temps, et donc j'ai vu effectivement que la fièvre afteuse, par exemple, en 1952, la fièvre afteuse des bovins avait conduit les autorités à mettre certaines fermes en quarantaine, par exemple. Et donc ces fermes en quarantaine, on n'en sortait plus et on n'y rentrait plus. Donc ça veut dire que la solidarité paysanne se mettait en place, et si on avait besoin de quelque chose, pour ne pas propager le virus des bovins, on mettait un chiffon blanc dans la haie avec une caisse et un petit mot en disant de quoi on avait besoin. Le voisin retirait tout ça, allait faire la course et remettait le chiffon blanc pour dire que la course avait été faite et qu'on pouvait récupérer la caisse. Voilà, il y avait eu une grande solidarité autour de ça pour ne pas propager ce virus de la fièvre afteuse. Alors ça, c'était la première période. Oui. Voilà, je pourrais citer aussi des isolements ponctuels, par exemple lors de l'hiver 56, où des fermes ont été complètement isolées par la neige, voilà, et là on vivait en famille,
sur les réserves. On avait fait les canards gras, tuer le cochon, etc. Donc on vivait en famille sur les réserves en attendant le dégel. Mais ça voulait dire qu'il fallait casser la glace de la mare pour faire boire les bovins chaque jour parce que la glace était très épaisse. Voilà, on vivait des petits moments suspendus comme ça. Voilà, donc on n'a rien inventé avec nos gestes barrières, en fait, hein, c'est ce que vous nous dites. Voilà, c'était alors évidemment on n'avait pas les connaissances scientifiques dont on dispose aujourd'hui, mais voilà, on essayait de pallier les difficultés en essayant d'isoler un petit peu les fermes pour préserver les exploitations voisines. Sébastien Saffon, ce trésor que vous avez entre les mains, je veux parler évidemment de tous ces carnets de votre grand-père. Vous en avez fait un blog, ça s'appelle Les Carnets d'Émile. Je vous invite, vous qui nous écoutez, à vraiment vous y plonger. Avez-vous songé à en faire un livre ? Oui, j'y travaille actuellement. C'est un gros travail qui touche un peu à sa fin d'ailleurs. J'aimerais bien travailler avec un éditeur régional, effectivement, pour pouvoir mettre en valeur justement cette vie au fil des saisons, ces tâches avec ces petits détails que les lecteurs vont apporter, que j'ai trouvés dans les carnets, pour garder la mémoire de cette vie paysanne et agricole là des années 50 qui a vraiment ses caractéristiques et dont il faut garder le souvenir parce que c'est un socle sur lequel on s'appuie dans nos vies d'aujourd'hui, je pense. Eh bien, en tout cas, un immense merci pour cet immense travail. Le blog, c'est le www.lescarnetsdemile.fr. Je vous souhaite vraiment de rencontrer un éditeur pour publier cette mine d'informations. Et de mon côté, je remercie Paul Albedel, mon complice de La Voix du Midi, qui m'a fait connaître votre belle initiative. Merci beaucoup, Sébastien Saffon. Merci à vous. Merci Isabelle Honnel. Bonne journée.